Comment un immense empire millénaire, ravagé par des guerres et des invasions, est-il parvenu à basculer dans l'idéologie communiste pour devenir l'une des plus grandes puissances mondiales? De l'invasion japonaise à la guerre civile entre nationalistes et communistes, en passant par des alliances improbables et des trahisons sanglantes, l'histoire de la Chine est une véritable épopée marquée par le chaos et la résilience. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces événements décisifs qui ont conduit Mao Zedong à proclamer la République populaire de Chine en 1949. Installez-vous confortablement, on remonte le temps. Au XIXe siècle, la Chine est dirigée par la dynastie Qing, mais son pouvoir vacille. À l'ouest, les puissances européennes imposent des traités inégaux s'accaparant des concessions territoriales. À l'est, le Japon, en pleine modernisation, devient une menace. En 1894, il envahit Taïwan et la Corée, humiliant l'armée chinoise. Les Chinois tentent de résister, comme lors de la révolte des Boxers en 1899, mais celle-ci est écrasée par les Occidentaux. La population perd confiance en l'empereur Guangxu, dont les réformes rapides et coûteuses, les nouvelles politiques, déstabilisent encore plus le pays. En 1911, la révolution éclate. Une révolte militaire à Wuhan encourage les provinces du Sud à se déclarer autonomes. Le dernier empereur, le jeune Xuantong, abdique en 1912. La dynastie Qing s'effondre et la Chine devient une république. Mais la république ne ramène pas la stabilité. Yuan Shikai, le premier président, instaure une dictature en 1913. Il tente de moderniser le pays, mais son pouvoir est trop faible. Les provinces se révoltent, le Tibet déclare son indépendance et les gouverneurs locaux deviennent autonomes. À la mort de Shikai en 1916, le gouvernement central s'effondre. La Chine se divise en provinces rivales, dirigées par des seigneurs de guerre. 3 cliques principales émergent, Jili, Anhui et Fengtian. Ces chefs locaux, souvent soutenus par des puissances étrangères, se battent donc pour le pouvoir, plongeant le pays dans le chaos. Pendant ce temps, le Japon profite de la situation. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'empare des possessions allemandes en Chine et obtient d'énormes privilèges économiques. Dans cette Chine, divisée et en ruine, 2 forces vont tenter de prendre le contrôle. Les nationalistes du Kuomintang, dirigés par Sun Yat-sen, et les communistes du Parti communiste chinois. Leur lutte pour le pouvoir marquera les décennies suivantes, jusqu'à la victoire finale des communistes en 1949. Au début des années 1920, la Chine est en plein chaos. D'un côté, il y a le Kuomintang, le parti nationaliste dirigé par Sun Yat-sen. Ce dernier, héros de la révolution de 1911, veut réunifier le pays autour de 3 idées. La priorité nationale, la démocratie et la justice sociale. Mais il se heurte aux seigneurs de guerre qui contrôlent de vastes régions. Malgré ces obstacles, Sun Yat-sen réussit 2 choses majeures. Il regroupe les forces républicaines dans le sud, autour de Canton, et gagne le soutien populaire en exploitant la haine des Japonais. Surtout, il conclut une alliance surprenante avec l'Union soviétique et le tout jeune Parti communiste chinois, PCC, fondé en 1921 dans la clandestinité. Cette alliance entre nationalistes et communistes est avant tout stratégique. Les soviétiques envoient à même un conseiller, Mikhail Borodine, pour aider à créer une armée fidèle au Kuomintang. Parmi ses membres se trouve un homme ambitieux, Chiang Kai-shek. À la mort de Sun Yat-sen en 1925, Chiang Kai-shek prend la tête du Kuomintang. Son objectif, reconquérir le nord de la Chine. En 1926, il lance la marche vers le nord, reprenant rapidement le sud du pays, y compris Shanghai. Mais c'est là qu'il commet une erreur fatale. Il s'allie aux élites capitalistes de Shanghai, trahissant ainsi les communistes. Le 12 avril 1927, les troupes de Chiang Kai-shek attaquent les communistes à Shanghai, massacrant civils et militants. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Shanghai, marque la fin de l'alliance entre nationalistes et communistes. Malgré cette trahison, Chiang Kai-shek continue sa reconquête. En 1928, il entre dans Pékin, mettant fin à l'âge des seigneurs de guerre. Mais la Mandchourie, convoitée par les Japonais, reste hors de portée. Zhang Zuolin, le seigneur de guerre pro-japonais, est assassiné, probablement par les Japonais eux-mêmes, quelques jours avant la chute de Pékin. En apparence, les nationalistes ont gagné. La Chine semble enfin sur la voie de la réunification. Mais il reste un détail de taille, les communistes, bien qu'affaiblis, sont toujours là, tapis dans l'ombre, prêts à ressurgir. En 1928, le Kuomintang prend le pouvoir et établit sa capitale à Nankin.
Chiang Kai-shek renégocie les traités inégaux avec les puissances occidentales, mais son régime fait face à de nombreuses révoltes. En 1930, la guerre des plaines centrales oppose plus d'1,4 million soldats après que Chiang Kai-shek ait tenté de démobiliser les seigneurs de guerre. Bien qu'il en sorte vainqueur, le coût humain et financier fragilise le parti et des dissensions internes émergent. Alors qu'une nouvelle guerre civile semble imminente, le Japon envahit la Mandchourie en 1931 puis attaque Shanghai en 1932. La Chine, affaiblie économiquement et militairement, ne peut résister. Isolé sur la scène internationale, Chiang Kai-shek est contraint d'accepter l'occupation japonaise. Pendant ce temps, le Parti communiste chinois, PCC, retranché dans les campagnes, se réorganise sous la direction d'un certain Mao Zedong. Issu d'une famille aisée du Hunan, Mao découvre le marxisme à Pékin et participe à la fondation du PCC en 1921. Au début, il reste un cadre secondaire, mais la guerre civile lui permet d'affirmer son leadership. En 1931, les communistes créent une république soviétique chinoise avec leur propre armée, l'Armée populaire de libération. Chiang Kai-shek lance plusieurs campagnes militaires pour éradiquer cette menace. Après 3 ans de lutte, la république communiste s'effondre, forçant le PCC à fuir. C'est alors que débute la célèbre Longue Marche, un exode de 16 000 km à travers la Chine. Bien que réécrite par Mao pour renforcer son mythe personnel, la réalité est plus chaotique. Désorganisation, harcèlement constant par les nationalistes et pertes humaines colossales, près de 100 000 morts. Malgré tout, cet épisode permet à Mao de s'imposer comme le leader incontesté du PCC et de s'émanciper de l'influence soviétique. Pendant ce temps, le Japon poursuit son expansion impérialiste. Après avoir quitté la Société des Nations, il transforme la Mandchourie en base stratégique pour une future invasion à grande échelle de la Chine. En 1937, un incident sur le pont Marco Polo, près de Pékin, déclenche une nouvelle guerre entre la Chine et le Japon. Cette fois, Chiang Kai-shek refuse de céder. L'armée japonaise envahit alors Pékin et lance une offensive massive depuis la Mandchourie annexée. En quelques mois, les Japonais écrasent les forces nationalistes et s'emparent de Shanghai dans un bain de sang. Face à cette agression brutale, les seigneurs de guerre chinois mettent de côté leur rivalité pour s'unir contre l'envahisseur. Mais cela ne suffit pas à stopper l'avancée japonaise. En décembre 1937, les troupes impériales entrent dans Nankin et commettent un massacre atroce, coûtant la vie à entre 50 000 et 300 000 civils. En 1938, les Japonais prennent Canton, ville symbolique pour le Kuomintang, forçant Chiang Kai-shek à déplacer la capitale à Chongqing, dans l'ouest montagneux du pays. Incapables de s'aventurer plus loin, les Japonais s'engagent alors dans une guerre d'usure qui durera 5 ans. Pour diviser la Chine, Tokyo met en place un gouvernement collaborationniste à Nankin, dirigé par Wang Jingwei, ancien rival de Chiang Kai-shek. De leur côté, le Kuomintang et les communistes du PCC forment un second front uni pour combattre l'ennemi commun, avec le soutien matériel de l'URSS. Mais en 1941, lorsque Staline signe un pacte de non-agression avec le Japon, ce soutien prend fin. Les nationalistes se tournent alors vers les États-Unis, qui envoient du matériel et des volontaires, comme l'escadrille des Tigres volants. Cependant, la corruption gangrène, le Kuomintang et Chiang Kai-shek perd progressivement le soutien populaire. Pendant ce temps, les communistes, menés par Mao Zedong, adoptent des tactiques de guérilla efficaces et gagnent la sympathie des paysans en menant des réformes sociales et en limitant les impôts. En 1944, les Japonais lancent une vaste offensive pour sécuriser le sud de la Chine, mais sont finalement contraints d'abandonner en raison de l'avancée américaine dans le Pacifique. En août 1945, après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki et l'invasion soviétique de la Mandchourie, le Japon capitule. Pour la Chine, c'est la fin de 8 années de guerre contre le Japon, mais pas celle de ses conflits internes. L'URSS transfère aux communistes chinois les armes capturées aux Japonais en Mandchourie, renforçant considérablement Mao Zedong. La guerre civile entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois reprend, ouvrant la voie à la victoire communiste en 1949. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Chine est en ruine. 80 millions de morts, des villes détruites par les bombardements japonais et américains, une économie effondrée et un réseau ferroviaire dévasté. Pourtant, en 1945, le grand vainqueur semble être Chiang Kai-shek, leader du Kuomintang. Soutenu par les États-Unis et équipé avec du matériel récupéré aux Japonais, il contrôle la majeure partie du territoire chinois. À l'international, son gouvernement est reconnu comme l'unique représentant de la Chine et obtient même un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Cependant, les communistes de Mao Zedong profitent du retrait de l'armée soviétique pour s'installer en Mandchourie et consolider leur influence dans le nord et l'est du pays. Malgré sa position dominante, le Kuomintang s'effondre progressivement à cause de la corruption, des purges internes et de la répression brutale des grèves ouvrières, ce qui alimente la colère populaire. La guerre civile reprend dès 1945, comme si l'invasion japonaise n'avait jamais eu lieu. Bien que les nationalistes remportent plusieurs victoires, notamment en Mandchourie, où 40 000 communistes sont tués à la bataille de Siping. Ils peinent à maintenir le contrôle des territoires de conquis dans un pays immense et ravagé par la guerre. De leur côté, les communistes adoptent une stratégie de guérilla et gagnent le soutien des populations rurales en promettant des réformes agraires et une société plus juste. Petit à petit, des dissidents nationalistes rejoignent le camp de Mao, affaiblissant encore plus le Kuomintang. Fin 1947, le Parti communiste chinois lance une contre-offensive en Mandchourie et reprend en un an l'essentiel du nord de la Chine. En novembre 1948, Mao ordonne une offensive massive. En janvier 1949, l'armée nationaliste est encerclée et anéantie. Chiang Kai-shek et son gouvernement fuient vers l'île de Formose, aujourd'hui Taïwan, sous la protection de la flotte américaine. Le 1er octobre 1949, à Pékin, Mao Zedong proclame officiellement la République populaire de Chine depuis le balcon de la place Tiananmen. Ironiquement, son discours est prononcé dans un dialecte de sa région natale, incompréhensible pour la majorité des Chinois. Mais peu importe, la démonstration de force parle d'elle-même. Conséquence, une Chine divisée, pendant que Mao instaure un régime communiste sur le continent, le Kuomintang s'installe à Taipei, faisant de Taïwan la nouvelle République de Chine. C'est ainsi que s'achève près d'un demi-siècle de chaos pour la Chine. Mais le conflit entre Pékin et Taipei, lui, est loin d'être terminé. La victoire des communistes en Chine ne s'est pas jouée uniquement sur le champ de bataille. C'est un mélange complexe de stratégie militaire, de soutien populaire et d'erreurs fatales du Kuomintang qui a permis à Mao Zedong de s'imposer. Pourtant, la fin de la guerre civile n'a été que le début d'un nouveau chapitre pour la Chine, marquant l'entrée du pays dans une ère communiste qui allait bouleverser l'équilibre mondial. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire fascinante de la Chine et d'autres grandes civilisations, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.